Bonsoir à tous. Donc, comme ça a été annoncé auparavant, j'ai le grand plaisir d'animer ce soir cette conversation entre Thiago Rodrigues et Jean-François Puf, dans le cadre d'une coopération avec la Maison de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales Annie Ernaux de CY-Cergy par l'Université. Donc peut-être qu'il reste encore aussi des étudiants de CY-Cergy par l'Université dans la salle. Donc voilà. Pour lancer la conversation, je souhaiterais présenter Jean-François Puf et aussi vous rappeler qui est Thiago Rodrigues. Jean-François Puf est poète, éditeur de poésie et professeur à CY-Cergy par Université en littérature française des XXe et XXIe siècles. Il est spécialiste de poésie moderne et contemporaine. Il a consacré de nombreux travaux au poète Jacques Roubaud, sous l'aspect notamment de son rapport à la mémoire, donc ce qui nous intéresse aussi ce soir. Sa recherche actuelle porte sur des questions de performance poétique, pratique de l'écoute et plus généralement, usage des archives sonores et écrites. Donc nous reviendrons peut-être plus tard sur les questions de performance et d'oralité aussi. Thiago Rodrigues est un comédien, metteur en scène, dramaturge et producteur portugais. À 20 ans, il intègre une compagnie à Anvers et cofonde sa propre compagnie au Portugal quelques années plus tard. Il dirige ensuite le Théâtre national de Lisbonne et se fait connaître en France en 2014 avec la pièce que vous venez de voir, jouée au Théâtre de la Bastille. Depuis 2022, il est le directeur du Festival d'Avignon et son mandat vient d'être reconduit pour les 4 prochaines années. Thiago Rodrigues, c'est ce qui est écrit sur son propre site internet, est un bâtisseur de ponts entre les villes et les pays, en même temps qu'il est l'hôte et le défenseur d'un théâtre vivant. Vaste programme. Alors pour lancer cette conversation, il est question, donc, dans la pièce, de retenir un texte et de le dire comme un acte de résistance artistique et politique. Au-delà de l'interview de George Steiner, qu'évoque pour vous la nécessité de résister à travers la littérature, le théâtre ou la poésie ? Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir resté, tellement nombreux après tout ça. Je ne propose pas l'apprentissage par cœur comme un programme politique dans le spectacle, même si je raconte pas mal d'histoires et j'ai croisé en recherche et par hasard beaucoup plus d'histoires qui nous rappellent que ça pourrait devenir un programme politique pour un cas individuel, pour un collectif spécifique dans le temps. C'est vrai que l'apprentissage par cœur a déjà sauvé des vies, a déjà été un outil de résistance contre l'autoritarisme, contre la violence. Et donc, évidemment, je partage quelques de ces épisodes, pas nécessairement en proposant l'apprentissage par cœur comme un programme politique ou philosophique, mais comme une métaphore plutôt de l'importance des mots, de la littérature certainement, mais de la création écrite et parlée, dans l'émancipation de l'individu, des collectifs et dans l'organisation politique. Évidemment, comme un geste de mémoire. Et qu'est-ce que je veux dire ? Je pense que la pièce le dit beaucoup mieux que moi et que cette explication est certainement redondante, mais parfois dans ces dialogues, il y a des choses qui se produisent qui ne sont pas les explications, mais des nouvelles pensées. C'est donc la raison pour laquelle je suis toujours très passionné de pouvoir échanger sur le spectacle, pas tellement pour mettre des surtitres sur le spectacle qui est déjà tellement auto-explicatif, mais pour pouvoir continuer la réflexion. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'apprentissage par cœur, une espèce d'athlétisme passionné de l'intellect qui doit s'amplifier pour récupérer une nouvelle complexité. Ça veut dire qu'on a beau comprendre le texte, mais on doit le travailler en le simplifiant, comme un perroquet parfois, en le mettant dans un coma pour retirer la douleur aux mots, en prenant le risque de retirer l'âme
du texte, pour l'apprendre par cœur, pour après essayer de ressusciter cet esprit avec un choc électrique qui est le moment où on le dit. Et souvent on récupère le sens original qu'on a découvert et en même temps quelque chose qu'on a rajouté. Parce que ce processus d'apprendre par cœur est vraiment aussi un processus physique qui nous transforme, mais qui transforme le texte. Et pour encapsuler peut-être ce que j'essaye de dire, vous allez aux toilettes? Non, je rigole. Non, ça va, c'est fini. Pour encapsuler un peu ça, je dirais que par exemple, pour moi, le sonnet 30, l'original, est la traduction portugaise que je dis à la fin. Et la traduction est ce que Shakespeare a traduit en anglais 400 ans avant que ma grand-mère l'apprenne par cœur. Mais l'original, c'est celui que ma grand-mère a appris par cœur. Maintenant, de la même forme que pour un comédien, l'Hamlet original est celui qu'il joue cette nuit et pas celui que Shakespeare a traduit ou versé dans le papier 400 ans avant. Voilà, ce n'est pas une question chronologique. L'original, c'est l'appropriation par l'apprentissage, par la pratique de la mémoire qui est un geste du présent. La mémoire n'a rien à voir avec le passé. La mémoire se pratique aujourd'hui à partir, bien sûr, de ce qu'on hérite. Mais la mémoire est un geste d'aujourd'hui. Et donc, pour moi, voilà, c'est aussi, toute la pièce est aussi sur théâtre pour moi. Est-ce que tu souhaites rebondir? Oui, d'abord dire que quand j'ai découvert cette pièce, j'ai découvert en la lisant. Et j'ai vraiment été très impressionné et surtout très touché par la pièce parce que, bon, comme tu l'as dit, le poète qui est mon maître, Jacques Roubaud, que peut-être certains d'entre vous connaissez ici, qui est mort en 2024, c'est un poète qui a beaucoup réfléchi à la question de la mémoire et qui a bâti même sa poétique sur la question de la mémoire, alors que c'était vraiment une question qui était complètement en repli et en retrait dans le champ poétique contemporain. Donc quelque chose de très original chez Jacques Roubaud, qui d'ailleurs va aussi chercher ses modèles chez les troubadours, dans l'art du sonnet, les arts de mémoire, donc dans un passé assez ancien, quoi. Et donc je pense que pour vous, Thiago Rodriguez, la mémoire pour vous, c'est du pain quotidien, c'est tous les jours vous apprenez, c'est assez impressionnant ce que vous faites aussi entre les langues, mais pour beaucoup de gens dans la société, aujourd'hui, de jeunes, apprendre par cœur, mais c'est plus rien du tout, on n'apprend plus rien par cœur, ou très très peu, et on n'apprend pas by heart, mais by obligation scolaire. Et le fait que ce texte, il donne envie d'apprendre par cœur, il fasse vivre le texte, il fasse vivre cette pratique d'apprendre par cœur, je trouve ça très très précieux et politiquement important pour le coup. Et que vous le portiez partout comme ça, devant un public dont notamment beaucoup de jeunes, quoi, qui, on voit, ont un peu de mal quand même à apprendre par cœur un vers. Ben, c'est vrai que sur scène, c'est très intimidant, hein. Mais voilà, je trouve que il y a quand même cette dimension-là que je trouve vraiment importante dans ce texte-là et ce spectacle. Vous abordez aussi du coup la dimension intime qui est liée au fait d'apprendre un texte par cœur pour qu'il meuble notre intérieur. Ce texte a vocation à être dit en vue d'une transmission. C'est une lutte contre le temps, l'oubli, la disparition aussi. Et voilà, est-ce que vous souhaiteriez nous dire quel est votre rapport peut-être au passé, au disparu, même si vous parliez de la mémoire dans le présent, mais il y a quand même une forme d'hommage aussi à votre grand-mère. Alors, quand j'ai créé la pièce, ma grand-mère était en vie. Mon père aussi était en vie. Georges Steiner était en vie. Je pense des personnages principaux, il n'y a que moi qui reste en vie. Moi et les personnages de fiction. Jean Montag, il reste en vie. Mais non, il y avait un geste dans cette pièce pour moi qui était vraiment pas seulement d'hommage à ma grand-mère, genre j'aime ma grand-mère et c'était la meilleure grand-mère du monde, ça tout le monde le sait, mais quand ça s'est passé, cet épisode avec ma grand-mère, avant que j'avais choisi le livre, au tout début,
J'avais déjà, et je l'assume pour qu'on sache aussi que même si j'essaie que le spectacle soit généreux, même un spectacle généreux ou un artiste qui essaie d'être généreux, il vient aussi d'endroits de cynisme et d'égoïsme parfois. Je me rappelle de très très tôt penser, cette histoire, elle est tellement douloureuse mais tellement belle, ça va devenir un spectacle peut-être. Avant que j'avais choisi le... Alors je ne peux pas vous dire en bonne conscience que je n'ai pas choisi les Shakespeare, les sonnets de Shakespeare pour ma grand-mère. Bien sûr, c'était pour ma grand-mère parce que je pensais que ça ne pouvait pas être de la prose, ça devait être des poèmes à cause de la finitude de la prose. Ça devait être aussi un auteur ou un livre qui serait en soi une bibliothèque. Et les sonnets de Shakespeare ont cette dimension encyclopédique encapsulée. Ce que disait Brodsky, c'est qu'un poème encapsule un monde, c'est une mnémonique pour le monde entier, un poème. Voilà, cette idée que c'est une pilule qu'on prend, le monde entier est là, il est très petit, mais si on sait le poème, on sait le monde. Voilà, cette idée, elle me séduit beaucoup dans la poésie et dans les formes poétiques. Mais peut-être, je choisissais aussi Shakespeare, peut-être en pensant à cette potentielle pièce que je ferai un jour. Et quand j'ai fait la pièce, ma grand-mère, elle ne pouvait plus venir voir la pièce, alors je l'ai jouée à la maison de retraite au village. Elle l'a écoutée. À ce moment, elle était déjà aveugle. Et alors cette pièce n'est plus... elle est chargée maintenant de ce que j'ai vécu en jouant la pièce aussi. Donc quand je me rappelle la pièce, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à vous dire d'où vient, c'est quoi la mémoire originale. Et ça, c'est la beauté de la mémoire aussi, c'est que en pratiquant la mémoire, mais en revenant à la source de cette mémoire, elle commence à se transformer. Et aujourd'hui, je ne peux pas vous dire le geste premier, parce que je l'ai joué tellement. La pièce a maintenant 13 ans. Je ne la joue pas tous les jours, mais c'est une pièce que je joue tous les années, quelquefois. Je l'ai jouée plus de 350 fois. Ça veut dire que la pièce est chargée de ces rencontres-là. Souvent, quand quelque chose se passe avec un des 10 sur scène, je me rappelle que j'ai croisé sur scène il y a 3 ans, parce que le geste est le même, le regard est le même. J'ai eu déjà, pas seulement ceux qui ont répété la pièce, mais j'ai eu déjà des enfants, de gens qui ont vu la pièce avant que l'enfant soit né. L'enfant est déjà venu sur scène avec 8, 9, 10 ans et a pris le poème. Genre des choses comme ça. Donc, cette pratique, et c'est vrai, cette dimension de transmission, elle s'opère vers les autres, mais elle s'opère à l'intérieur de nous. On transmet, la pratique de la mémoire est aussi une transmission vers nous-mêmes qui transforme la mémoire en autre chose. Je pense que ça se passe beaucoup peut-être avec des enseignants. Voilà, à force d'enseigner, de revenir au même sujet, de les discuter, de les mettre en dialogue avec des nouveaux cerveaux fraîches, le sujet se transforme en permanence et nous surprend parfois. Et moi, j'ai énormément de surprises avec cette pièce parce que j'ai les 10 ambassadeurs du public sur scène avec moi et j'apprends des choses sur le texte et sur la pièce. Je ne sais pas si j'ai répondu à la réponse, mais j'ai parlé. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, sur le... Oui, moi, pour revenir un peu sur le texte, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment frappé, mais bon, la première, c'est la question du rôle qu'un poème peut avoir pour une communauté, puisque bon, ce poème de Shakespeare traduit par Pasternak, 2000 personnes le connaissent et vont le savoir par cœur, et donc c'est quelque chose qui lie la communauté, et quand on aime la poésie, on est toujours sensible au moment où elle va ressurgir. Alors, lorsqu'il y a eu les attentats du Bataclan, je me suis intéressé à ça, j'étais aux aguets, et il y a un poème qui ressurgit, c'est Liberté d'Éluard. Et donc voilà, que c'est toujours quelque chose qui est réconfortant quand on s'aperçoit qu'un objet poétique existe pour une communauté. Alors Éluard, Liberté, peu de gens le connaissent en entier par cœur parce qu'il est vraiment très long et pas facile à apprendre, mais on connaît au moins quelques vers et la fin. Mais le poème est là et il va avoir un effet puissant. Et c'est tout sauf identitaire pour le coup.
Et dans le genre identitaire, j'avais vu une émission, alors là aussi c'est le hasard d'une émission, une émission de télévision sur l'annexion de l'Ossétie du Sud par la Russie. Et que font les Russes? Ils russifient les enfants à l'école et ils leur font apprendre du Pouchkine par cœur. Et j'ai trouvé ça mais profondément dégoûtant, écœurant, quoi. C'est-à-dire que là, on fait au contraire, on introduit, c'est pas le by heart, c'est l'inverse. C'est vraiment par la force qu'on essaye d'introduire de l'identité par le biais de la poésie et qu'on détourne complètement ce que c'est que le by heart, quoi. Alors le by heart pour une communauté, c'est le début du texte. Puis moi, ce que j'ai trouvé très très beau, c'est tout ce trajet qui nous mène vers un by heart personnel, quoi. Ce poème, ma grand-mère, donc quelque chose qui est de l'ordre du singulier, quoi. C'est-à-dire que il y a les poèmes qu'on est tous censés connaître par cœur, on connaît tous ici, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Ça nous unit. Et en même temps, on a chacun d'entre nous, j'espère ici, quelques poèmes qui sont pour nous, qu'on sait nous par cœur et qui sont proches de nous, quoi. Et je trouve que dans la pièce, ben, il y a tout ça, quoi. Il y a ces deux dimensions qui sont là et qu'on passe de l'une à l'autre. C'est aussi ça que j'ai trouvé très touchant, quoi. Ouais, ce qui est très intéressant dans cette notion qu'on sait tous des poèmes par cœur, Brodsky encore, il disait que c'est très probable que la dernière chose qui sort de nos lèvres pour une grande majorité des personnes, soit un premier poème ou le poème d'une première chanson apprise pendant l'enfance, etc. Ces choses qui reviennent, peut-être déjà oubliées parfois, mais qui reviennent en fin de vie, comme une espèce de voilà, luminescence voilà, peut-être parfois la seule chose qui reste encore de rapport avec la mémoire. Et cette force de la poésie apprise par cœur à un moment donné, soit par la musique qui aide énormément, soit par cette pratique by heart, ou parce que voilà, on l'a entendu énormément, parce qu'à un moment donné, on s'est mis à apprendre par cœur. Voilà, elle a quelque chose de... Le titre du programme de l'émission de VPRO, je le trouve parfait pour parler aussi de ce que ça peut nous faire savoir par cœur, c'est beauté et consolation. Mais la dimension de consolation qu'on peut trouver dans la poésie apprise par cœur, elle est inestimable. Et je pense aussi au fait que le poème qui est choisi, c'est un sonnet. Et le sonnet, c'est une forme qui tient dans la main, c'est 14 vers, hein, comme il est dit dans le spectacle, donc c'est une forme maniable et qu'on peut apprendre par cœur, avec en plus une formule de rime très caractérisée et tout. Et le poète dont je parlais tout à l'heure, Jacques Roubaud, il a composé un livre de sonnets à un moment où on n'en écrivait plus dans la poésie française, mais il fait vraiment bouger la forme pour que ce soit quand même nouveau, mais il écrit un livre de sonnets. Et il raconte comment il a commencé cette entreprise, c'est au moment où il a été frappé par le deuil de son jeune frère qui s'est suicidé. Et il se retrouve dans la rue, devant la Comédie Française d'ailleurs, un lieu de théâtre, et il commence à apprendre par cœur un sonnet de Góngora, le grand poète baroque espagnol. Et il apprend selon sa méthode, qui est la méthode de l'équerre. Donc il apprend d'abord le premier vers, ensuite il apprend la formule de rime avec les mots rimes, et après il apprend tout le poème. Et en fait, c'est un exercice spirituel au sens où apprendre ce poème par cœur, dans la forme qui est la forme du sonnet, donc une forme qui tient, c'est une manière de lutter contre ce qui se défait, contre l'indéterminé, contre la mort qui détruit les corps, qui défait les formes, justement. C'est donner forme à l'informe, quoi. Et donc le fait que ce soit un sonnet, là, qui a eu ce choix du sonnet, je le vois vraiment comme une intuition très forte qui fait ressortir ça, quoi. C'était vraiment ça l'objet à mettre. C'était vraiment cette forme-là qu'il fallait dans ce texte, quoi. Ça, c'est le cadeau de Steiner. Oui. C'est Steiner qui a choisi pour moi. Mm. C'est la mémoire de quelqu'un qui raconte des histoires, et dans ces histoires, il y avait un sonnet. Ouais. Et c'était très tard que j'ai compris que le sonnet en tant que forme, ce que vous venez de dire, que le sonnet en tant que forme a cette puissance, pas seulement quand il est déjà appris, mais dans le geste d'apprendre. Et qu'il est effectivement très portable, très facile le sonnet, il est facile à apprendre. Cela dit, celui-ci, c'est quand même un sonnet extrêmement difficile, hein. Et c'est vrai que je pense que si les jeunes élèves qui étaient là ont eu du mal, c'est qu'aussi c'est tellement
c'est une langue tellement précieuse, maniériste, que bon, ils avaient du mal en fait à. Allez, vous êtes brésilien, arrêtez. Non, non, mais il y a une particularité. À un moment donné, j'ai joué la pièce pendant longtemps et à un moment donné, j'ai joué la pièce. Je pense que c'était une des dernières fois que je l'ai jouée à Paris, je ne sais plus. Il y a Françoise Morvin et André Markovitch, ils sont venus voir. Parce on s'avait croisé dans un projet autour de la série Z et de leur traduction de la série Z. Et ils étaient choqués que j'utilisais cette traduction qu'ils trouvaient pas du tout à la hauteur. Et ils sont, à cause de ça, lancés dans la traduction intégrale des sonnets. Ils ont publié cette traduction des sonnets, ce qui m'a énormément touché, d'être accidentellement évidemment, mais à l'origine d'une décision de traducteur de se lancer dans cette aventure. Le seul sonnet qu'ils n'ont pas réussi tous les deux à s'entendre pour signer les deux une seule traduction, c'est le 30. Alors il y a André qui a fait une traduction et Françoise une autre. Et quand je l'ai joué à Avignon une seule nuit, parce que j'étais très touché par leur démarche, j'ai choisi de faire sur scène la traduction de Françoise, qui est très très belle, mais trop parfaite. Alors moi j'aime bien proposer en français, comme dans d'autres langues, la difficulté que pose Shakespeare pour les anglophones. Les anglophones, je vous dis, ils n'apprennent pas à le sonner en anglais plus facilement qu'aujourd'hui. Mes camarades de scène ont appris en français. Il y a une distance, il y a de la poussière, il y a des archaïsmes, de la difficulté. For bemoaned moan, il n'y a pas un Anglais qui comprend ce qui se passe là, dans quelques parties parce que voilà, c'est 400 ans. Et donc j'aime bien cette traduction qui garde des difficultés, même pour moi, qui a un archaïsme, qui a une espèce de, parfois même un peu, voilà, trop de complexité, mais elle a la poussière et la difficulté qu'il y a pour moi Shakespeare pour les anglophones. Et j'aime bien aussi la difficulté. Le pays où j'ai joué la pièce, où c'était la version la moins réussie de cette pièce, c'était parce qu'ils étaient trop forts en apprentissage par cœur en Russie. En Russie, si je les fais répéter, ils disent « mais pourquoi ?» Je le sais. Ils le disent une fois, c'est appris. Et donc, le spectacle était vraiment, au moins pour moi, pas très intéressant parce que ça allait très très vite. Il y avait une demi-heure de moins. Et parce que toute la répétition n'avait pas lieu. Et donc, plein d'apartés que j'ai sur la difficulté, je ne les faisais pas. Et voilà. C'était à l'époque où on pouvait et on souhaitait jouer en Russie. C'est plus le cas aujourd'hui. Au moins, on ne souhaite pas. Moi, je ne souhaite pas dans la situation actuelle. Mais c'est vrai que c'était la perfection, la facilité d'apprentissage n'est pas une des recherches du spectacle. J'aime bien, comme le public, voir la difficulté et la vulnérabilité sur scène, parce que ça parle plus de la mémoire que la perfection. J'aime beaucoup cette idée qu'il y a George Steiner de la transmission n'est pas l'archive. Donc la transmission est le risque de l'oubli, et c'est parfois dans l'oubli, le petit oubli de la transmission, qui se produit la civilisation, parce que cet espace vide, il invite à l'invention ou à la recherche ou au questionnement, et c'est cette imperfection qui nous dit on transmet, on n'est pas juste dans l'archive, dans la perfection de l'archive, on est dans la transmission, et il faut des erreurs pour faire avancer les choses. Et ça, je trouve très beau dans le discours de Steiner sur la question de la transmission. Oui, juste sur l'oralité, vous parliez d'une musique. L'apprentissage sur scène des 10 se fait uniquement par l'oreille. À aucun moment ils ne lisent, sauf moi, à la fin quand ils mangent Shakespeare, ils ont un petit peu le droit de lire. Est-ce que
bon, je ne veux pas tomber dans le cliché, mais il y a une influence du fado, et, parce que je sais que Jean-François, toi tu es aussi du côté de Roubaud, pardon, étudier l'héritage des troubadours, donc toute cette tradition orale, chantée, parlée. Voilà, si vous avez envie de dire des choses, enfin, je ne sais pas si le fado a influencé Ah, la transmission orale. non, voilà, il y a des choses qui après cette situation m'évoque, mais la raison est toute simple. C'est l'absence de la possibilité d'accéder au texte. Pour moi, c'est Mandelstam. La situation, en fait, toute la mise en scène, l'évocation, elle est tardive dans le spectacle, mais la mise en scène du spectacle, je l'ai découverte et la confirmation que j'allais faire en spectacle en découvrant l'histoire de Nadejda Mandelstam. Et en me disant, quand même, quelqu'un qui enseigne comme ça un poème, je sais par cœur, je te le transmets parce que c'est interdit de l'écrire, c'est dangereux. Donc, je te le transmets et il y a 10 autres qui l'apprennent par cœur. Si ce n'est pas une espèce de métaphore du théâtre, alors je ne la connais pas ailleurs. C'est genre, je vous passe, vous le gardez, vous le passez peut-être à d'autres. Voilà. Mais cette assemblée, avec le danger politique de l'assemblée théâtrale, le danger est productif, riche, démocratique, fertile. Mais ce danger-là de contaminer quelqu'un avec une idée qui est toujours au théâtre, je trouve que cette image de l'apprentissage comme ça, parce qu'on ne peut pas avoir des papiers, mais on le transmet comme ça m'évoquait Fahrenheit, mais ça m'évoquait surtout aussi le théâtre. Et cette pièce, à l'origine, c'est une pièce qui m'était commandée par moi aussi, je ferais la même chose si j'étais libre de le faire. Hein. Il faut aller mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, aussi. Et cette pièce m'était commandée à l'époque où ma compagnie faisait 10 ans. Et c'était une espèce de commande de genre, fais une pièce pas trop chère, voilà, Portugal, pas trop cher, fais une pièce qui pourrait être une espèce de huile essentielle de ce qu'est l'histoire de la compagnie, le théâtre que tu veux faire, etc. Et j'avais cette envie de faire cette pièce sur ma grand-mère, mais c'est vrai qu'en faisant la pièce, j'ai pensé souvent à qu'est-ce que je suis en train de raconter sur ce qui est ma conception de théâtre. Et donc, il y a pas mal de choses dans la pièce qui appartiennent à ça. Et donc, c'est ça. Nadejda Mandelstam avec 10 personnes dans sa cuisine, en transmettant des poèmes interdits, mais très personnels pour elle. Ce n'est pas des grands poèmes, c'est les poèmes de son mari qui est en prison. Alors, il y a un geste aussi familial, personnel. Ce n'est pas juste de la grande politique, c'est un geste intime. C'est une bataille intime aussi. Ça, je trouve que la dimension personnelle et politique, intime et publique qui est toujours dans le théâtre, elle était là très bien représentée. Ouais. Merci. Oui, l'oralité poétique a fait un grand retour aussi, c'est-à-dire que dans les années 60-70, on ne lisait plus la poésie en public, plus tellement. Alors qu'en fait, si on regarde la tradition poétique, les poètes de la Pléiade au XVIe siècle, en petite académie, se disaient ou se chantaient, les poèmes étaient chantés. Ensuite, il y a eu les salons galants au XVIIe siècle. Les romantiques se disaient leurs textes en cénacle. Et ensuite, il y a eu toute cette pratique de l'oralisation poétique il y a eu un repli à un moment donné. Et là, en ce moment, en France, il y a un développement des lectures publiques presque qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un poète aujourd'hui qui n'est pas poète performeur, ce qui n'est pas toujours absolument vrai, mais bon, c'est comme ça, quoi. Il y a un vrai retour de l'oralité. Et c'est vrai que, alors du coup, une chose aussi de... donc j'ai regardé la captation qu'on m'avait envoyée du spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes, quoi, quand même, bon. Et ouais, là, il y a ce soir... C'est pas point commun, mais c'était pas mal non plus. Ouais. Avec le vent, en fait, les gens du public qui sont montés en petits shorts sur la scène et qui sont comme ça parce qu'ils sont glacés, ils n'avaient pas vu qu'il y avait du Mistral. C'est là aussi, c'est assez impressionnant d'arriver à faire ce spectacle dans ces conditions-là. Et j'ai trouvé quand même que la lecture finale, elle n'était pas parfaite. Hein, je suis d'accord avec vous, c'est beau quand il y a des imperfections, mais ils ont réussi quand même à un moment donné à se lier un peu les uns aux autres pour que le sonnet fasse sonnet, quoi. Parce que un peu le risque du dispositif, c'est chacun son vers, donc je dis mon vers, paf, segmenté. Alors que en fait, tout s'enchaîne.
Et voilà, est-ce que parfois il y a des moments où vous avez senti que les 10 étaient dans le poème plus que d'autres, où ça vous a plus ému? Parce que c'est quand même le moment clé du spectacle, quoi. On est dans la chambre de la grand-mère, on a envie que ça sonne ce sonnet, quoi. On a envie de... Ouais, il y a des, comme je vous ai dit, j'adore la difficulté de la mémoire. Donc, et cette difficulté, elle peut venir de énormément d'endroits. C'est vrai que quand ça sonne comme en sonnet, à la fin, il y a quelque chose, même avec ses fragilités, etc., il y a quelque chose dans une expression du collectif qui est plus claire. Mais de toute façon, je pense que même avec les quelques petites indisciplines, manque d'attention, malentendus, etc., parce que pas tout est expliqué non plus. Et je ne suis pas là pour discipliner. Quand je dis que quand j'invite les gens sur scène, je décide que le spectacle est vulnérable à leur présence. Et si je discipline avec une telle douceur que je ne suis pas respecté de toute façon. Donc, on l'a vu. Mais j'accepte que le spectacle est dans leurs mains. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Parce que c'est possible, j'ai les outils pour les mettre, pour les faire ce qu'il faut, etc. Et bien sûr, j'ai quelques trucs et parfois mais toujours en complicité et toujours en essayant de se dire, voilà, entre nous, que si vous voulez, vous pouvez complètement détruire la soirée et me rendre la vie très difficile. Je pense qu'il y en a quelques qui, j'ai vu déjà très clairement, et ce soir aussi. Au début, c'est que des mots et des sons, je n'arrive pas. Et de plus, avec la répétition, avec la compréhension, ça commence à gagner du sens. Avec d'autres personnes, et ce n'est pas une question d'intelligence ou de capacité d'analyse, c'est la situation aussi. Avec d'autres personnes, jusqu'au bout, c'est une chose extérieure à eux. Mais il y a une autre dimension qui est très importante, c'est que à cause de ma grand-mère et de mon histoire et de tout autour, c'est possible que même si je n'ai pas une espèce d'appréhension totale du poème, je peux contribuer au collectif en comprenant clairement pourquoi j'appartiens à ce collectif et que je parle au nom de sa grand-mère à lui. Et pour moi, si vous me dites, il faut choisir, est-ce que vous voulez qu'il comprenne que c'est au nom de votre grand-mère ou est-ce que vous voulez qu'il comprenne le poème? Ah, mais ma grand-mère. Je veux qu'il comprenne le spectacle. Le poème, on a le temps. Moi, l'autre jour, j'ai compris une scène de Tchekhov, mais je l'ai joué déjà. Et l'autre jour, en relisant, j'ai dit, ah mais pas du tout, c'était ça. Mais ça, on a beau analyser, parfois c'est l'apprentissage par cœur qui nous révèle le sens profond des choses, ou notre sens singulier à nous, notre rapport avec cette chose. Et parfois, c'est beaucoup plus tard. Ça revient. Ah, attention, c'est ça la possibilité où il y a encore une lecture qui m'avait échappé et qui vient compléter ma relation avec ça. Donc, moi, je pense que leur relation avec Shakespeare, elle va continuer. Et pour beaucoup, elle vient que commencer. Mais la relation avec moi et mon histoire, elle doit s'achever pendant le spectacle. L'arche qui m'intéresse, c'est celui-là. Et après, j'ai plein d'histoires de gens. Il y a des groupes de lecture et d'apprentissage par cœur qui se sont formés à l'issue du spectacle. Il y a des couples déjà qui se sont connus sur scène. Il y a, voilà, à partir du moment quand moi j'ai connu un couple qui maintenant ont 2 enfants. Un des enfants a déjà venu voir, il n'a rien compris parce qu'il est trop petit, mais venu voir le spectacle. Mais le couple, ils étaient les 2 de la fin. Mais alors, si mon âme amie vers toi se lève, ils sont regardés, ils sont restés, je les ai vus au bar, c'était au Théâtre National à l'époque. Et Alvar, tu te rappelles, André, le mec, un jour, il m'apparaît au Théâtre National, il me raconte son histoire. J'ai connu et je voudrais proposer qu'on se marie. Est-ce que je peux le faire ici au Théâtre National? Et nous, on a organisé son entrée par... Elle est venue, elle était enceinte. Tu te rappelles? Et ils se sont rencontrés sur la scène du Théâtre National. Il a proposé de se marier, ils se sont mariés, etc. Il y a toute cette histoire, mais si le prix à payer, c'est qu'ils n'ont pas encore compris le poème, pour moi, ça va. C'est vrai que moi, ce qui était vraiment amusant, c'était ce jeune garçon qui a mangé tout le poème, alors qu'il n'était pas forcément plus sûr que les autres de le savoir par cœur. Mais bon, il a joué avec le spectacle. Et à la fin, il le savait. Il le savait.
Alors, j'espère que maintenant, il cherche dans le dictionnaire sépulcral. Oui, non, mais J'ai ça presque essayé de le dire, mais il était tellement fort que j'ai pensé, non, voilà, va pratiquer ta curiosité ailleurs, parce qu'il le savait. Voilà, c'était super. Et à quel point il était fier de le savoir. Moi, je lui ai demandé, tu as tout mangé? Oui, bien sûr. Voilà, c'est quoi le problème? Et il le savait à la fin. Mais aussi, elle le savait. Incroyable qu'elle le savait. Est-ce que le rapport au verre, elle est là? T'es là? Non. Est-ce que son rapport au verre était un rapport de compréhension totale ou il restait encore en mystère? Je ne sais pas. Mais l'effort, vous avez vu l'énorme générosité avec sa difficulté au début de se concentrer sur juste 2 mots et à la fin, le savoir. Elle l'a lu? Non, hein? Elle le savait. Parce que moi, je ne l'ai pas regardé. J'essaie de ne pas les regarder pour ne pas les mettre la pression, mais j'avais la sensation qu'elle le disait par cœur. Bah, voilà, juste cette soirée. C'est génial que vous êtes là, mais juste elle, ça m'a suffi pour cette soirée. C'était incroyable. Parce qu'au début, je me disais, OK, ça va durer un peu. Elle était formidable. Elle m'a tellement touché. En plus, quand je lui ai donné le livre Candida, je ne donne pas toujours dans les mêmes endroits. Je cherche la personne. Et j'avais un pressentiment chez elle, mais je pensais elle est peut-être trop timide. Hein. Mais après, et dès qu'elle touche le livre, qu'elle commence presque à pleurer, moi, je me suis dit, OK, soit ça va être très beau ce soir, soit cata totale, genre, on ne va pas arriver à finir. Mais la bataille, elle était tellement belle. Aujourd'hui, j'étais énormément touché. Il y a 2-3 moments du spectacle, j'étais même un peu déconcentré à quel point j'étais... en essayant d'être bienveillant, de soigner, mais en même temps touché par son courage, quoi. C'était une forme de courage incroyable. C'est pas que les autres, vous étiez aussi super, mais elle était spéciale. Hein. C'est ça qui vous fait rejouer ce spectacle toujours, en fait. Ah ouais, moi j'ai même alors, il y a 2 raisons pour lesquelles je joue encore ce spectacle. L'une, c'est que c'est le seul spectacle que je joue encore comme comédien depuis plus de 10 ans. Et c'est la seule opportunité que j'ai d'être en face d'un public. C'est pas que je suis interdit de faire d'autres, mais en ayant dirigé un théâtre national et maintenant un petit festival dans le sud de la France, même un petit festival comme ça est tellement exigeant que j'arrive à écrire et à mettre en scène, mais jouer, j'arrive pas. C'est trop absorbant. C'est trop. Quand on est en train de créer comme comédien, au moins moi, je pense qu'il y a un voile qui nous absorbe beaucoup plus que quand on met en scène ou on écrit. Quand je sors d'une répète où je suis metteur en scène ou je suis l'auteur de la pièce, je peux sortir de la répète et rentrer rapidement dans un rendez-vous sur le budget. En tant que comédien, c'est beaucoup plus difficile pour moi. C'est peut-être c'est un handicap clairement et j'aime bien avoir plusieurs casquettes, mais c'est pas jouer, c'est créer des pièces comme comédien et faire d'autres choses, c'est trop difficile. Donc, j'ai jamais réussi à le faire. Et donc, ça fait plus de 10 ans que je ne crée pas une nouvelle pièce en tant qu'acteur. Et celle-ci est ma seule opportunité de rencontrer le public comme ça, ce que j'ai beaucoup besoin de faire. Donc, je continue à le faire à cause de ça. Et la raison pour laquelle j'arrive à le faire, en répétition plus de 350 fois, c'est que c'est toujours tellement différent. C'est vraiment une rencontre avec les gens. Et aussi, le matériel, il a pas mal évolué. D'ailleurs, si vous lisez le livre, si vous suivez le livre en regardant la pièce, voilà, ça bouge beaucoup. Donc c'est cette dimension, la fraîcheur du rencontre avec les gens et aussi le besoin d'être face à un public font que ça marche encore pour moi. On va peut-être prendre des questions du public pour poursuivre cette fraîcheur de la rencontre avec les gens. Est-ce que quelqu'un... Alors, je joue cette pièce en 4 langues. L'entièreté de la pièce, ça veut dire tout le texte
du début à la fin, je peux le faire en 4 langues. Je peux le faire soit en portugais, c'est la langue dans laquelle j'ai créé la pièce. En français, c'était la première fois que je l'ai fait dans une autre langue, c'était en français. Et c'est la version que j'ai jouée le plus, même plus que portugais. J'ai joué plus cette pièce en français, en anglais et en espagnol. Par contre, n'importe quelle langue du spectacle, le sonnet, je l'apprends toujours dans la langue du pays, des gens qui sont en face de moi. Ça veut dire que si je joue en Grèce, peut-être je joue la pièce en français, mais le poème, le sonnet, en grec. Si je joue en Corée, je joue la pièce en anglais, mais le poème en coréen. Et donc, ça, c'est une des choses incroyables aussi qui m'était offert par ce spectacle, c'est que j'ai appris, je vais pas vous dire que je le sais encore dans toutes les langues, mais j'ai appris ce poème en plus de 12 langues déjà. En hollandais, en néerlandais, en allemand, en croate, en italien, je le sais encore, en russe, en grec, en coréen, je ne sais plus, voilà, et quelques autres encore. Et donc, c'est un travail super parce que ça me permet de travailler avec quelqu'un qui connaît la langue, qui m'aide avec les sons, avec le sens des mots. Ça me permet de répéter sur place avec des volontaires pour permettre de créer un rapport avec cette langue. Et voilà. Et ça me permet parfois par exemple, à Athènes, je ne peux pas demander une bière, mais je peux dire «Όταν μες στα συνέδρια της σιωπηλής μου σκέψης, κλικά καλό τις μνήμες μου πραγμάτων περασμένων». Et voilà, et dire que je sais du Shakespeare en grec, mais pas de bière. Est-ce que Georges Steiner, il vous a répondu? Finalement, la question, voilà. Non. Mais il y a une belle histoire derrière que je vais vous raconter très rapidement pour ne pas vous embêter parce que je vois qu'on commence à aller au-delà de votre patience. Alors, je l'ai vraiment envoyé les lettres et il n'a jamais répondu, mais finalement, je n'avais pas vraiment besoin de la réponse parce que dans son œuvre, dans ses interviews, dans ses livres, je trouverai la réponse. C'est souvent comme ça avec les gens qu'on admire. Ils nous ont déjà donné toutes les réponses aux questions qu'on pourrait un jour leur poser quand on les croiserait. Il faut être absolument génial pour trouver la question qui l'œuvre de quelqu'un n'a pas encore répondu. Et donc, voilà, j'étais vraiment à l'aise avec le fait qu'il n'avait pas répondu. J'ai fait la pièce. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse dans la pièce, parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Et en jouant la pièce, pour la première fois en France, je venais de la créer en 2013, et je l'ai présentée pour la première fois à Paris, au Théâtre de la Bastille, en 2014. Il y a quelqu'un au Théâtre de la Bastille qui me dit « Écoute, aujourd'hui, il y a Laura Adler qui va venir voir. » Et moi, je dis « Waouh, Laura Adler vient voir un spectacle, c'est incroyable. » Et alors, j'étais hyper content d'avoir Laura Adler dans la salle. Et je joue la pièce, c'était dans la petite salle du Théâtre de la Bastille. Et Laura Adler, premier rang, avec ses lunettes. Et genre, ok, j'ai joué, super. Le spectacle s'est bien passé. Et à la fin, au moment des applaudissements, Laura Adler se lève sans applaudir et elle part. En coulisses, je dis, elle est partie. Ouais, elle est partie sans applaudir. Moi, je dis, oh, je m'en fiche, j'aime pas Laura Adler tant que ça. Et je me change, je descends très vite, comme vous avez vu, parce que voilà, il y a le bar. Et je vais vers le bar du Théâtre de la Bastille et il y a Laura Adler au foyer qui me dit « Ah, Thiago, bravo, j'ai adoré le spectacle. Désolé de ne pas avoir applaudi, mais j'avais absolument besoin d'appeler Georges. » Et j'ai dit Georges comme Georges Steiner. Ouais, je viens de lui parler. Je lui ai demandé s'il connaissait la pièce. Et il m'a dit que non. Et après, je lui ai demandé, mais et tu l'as répondu? Et il dit, mais de quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais les lettres qu'il t'a envoyées sur... mais je ne sais pas de quoi tu parles. Et il me dit qu'il n'a jamais lu ces lettres-là.
Moi, j'ai dit OK, ça va. Et Laure me dit OK, donc je lui ai dit qu'on y va à Cambridge. Moi, j'ai dit comment ça, on y va à Cambridge? On y va les deux à Cambridge. OK, on y va à Cambridge. Pourquoi pas? Ouais, non, je vais te faire rencontrer. Je lui ai demandé, est-ce que tu peux venir voir la pièce? Il m'a dit non, je peux plus voyager, je suis pas dans un bon état. Et moi, j'ai dit OK, alors, mais il faut vraiment que tu le vois, on va te l'amener. Tu le fais pour lui, chez lui. Et oui, bien sûr, je le fais pour lui chez lui, pourquoi pas? OK, alors c'est fait. Il m'a dit de passer en novembre, ça c'était genre, je sais pas, mars, quelque chose comme ça. On y va en novembre, je te confirme après la date, on échange des coordonnées. Ça, c'est mon première fois que je parle à Laure Adler. Ça vous donne l'impression qu'on se connaît, mais on ne se connaissait pas. Hein. Et Laure, je lui donne mon numéro et quelques jours plus tard, Laure me dit, OK, c'est fait, c'est le 16 novembre à 10h du mat, voici l'adresse. Et moi, j'ai dit, c'est super, c'est incroyable ça. C'est tellement incroyable que j'ai fait faire une chose que je trouve très romantique, c'est, je lui dis, oui, j'y serai, et silence radio. Donc, 6-7 mois plus tard, je suis, le 16 novembre, à cette adresse. Je reconnais la petite maison cottage de George Steiner du documentaire. Et il pleut, c'est Cambridge, il pleut. Je viens de Lisbonne, pas de parapluie, complètement pas préparé pour la pluie, parce que novembre à Lisbonne, c'est un peu genre le printemps. Et j'arrive là-bas et je vois, et c'est 10h et pas de Laure Adler. Je dis, ouais, tu devrais pas, tu t'aurais dû dire, Laure, je vais vraiment, j'ai acheté des billets, etc. Pas de Laure Adler. Et genre, il pleut, je suis complètement trempé. Et genre 10h20, 10h30, la porte de la maison s'ouvre, il y a un petit monsieur qui sort, Steiner, et qui fait... Je traverse la rue, je suis de l'autre côté de la rue, je traverse la rue, j'arrive, et il me dit, Tiago, yes. Il me dit, on parle français parce que il voulait parler français parce que sa femme, Georges, ne parlait pas le français. Donc, et lui, il est né à Paris, il adore parler français, donc il voudrait parler français avec moi. Alors que moi, à l'époque, j'étais bien plus à l'aise en anglais qu'en français. Et il me dit, Tiago, OK, pardon, parce que ça fait... un moment que je vous voyais de la fenêtre, Laure, elle est en retard, elle vient de m'appeler pour me dire qu'elle est encore à Paris, il y a du brouillard, elle ne trouvait pas votre numéro, elle m'appelle et elle me dit, mais sûrement il est là, je suis sûr qu'il sera là. Et je lui ai dit, mais je ne le connais pas, voilà. Et comment je vais le trouver dans la rue? Il est là, est-ce qu'il a frappé à la porte? Non. Mais alors comment je le reconnais? Écoute, il a l'air portugais, il a l'air... Et il a l'air intelligent. Ça, c'est la description de Laure Adler. Ça me touche énormément. Et Steiner dit, j'étais à la fenêtre, j'ai vu quelqu'un avec l'air portugais, mais pas de parapluie, il pleuvait, complètement trempé. Je me suis dit, intelligent. Et c'était le début de quelques jours merveilleux chez lui. J'ai commencé à traîner. C'était autour de... Non, c'était plutôt fin novembre parce que je me rappelle que c'était le jour après Thanksgiving. Alors, c'était... sa famille américaine avait passé. Il y avait énormément à manger qu'ils n'avaient pas mangé. Alors, je suis resté avec lui pendant 2-3 jours. Je me rappelle d'une chose incroyable. Il m'invite, avant même que l'heure arrive, il m'invite. Il me dit de m'asseoir et je m'assois et je suis... Comme je suis trempé, je ne veux pas mouiller tout. Et je m'assois un peu comme ça, dans une chaise. Et il dit, ça fait longtemps que je ne vois pas quelqu'un s'asseoir avec tellement d'économie. Vous me faites penser à Borges. Lui aussi, quand il s'asseyait, mais c'est parce qu'il était aveugle, il s'asseyait comme ça, dans cette chaise-là. Moi, j'ai dit, ça commence bien. Je m'assois dans la chaise de Borges et je suis complètement trempé. Je suis en train de ruiner la chaise de Jorge Luis Borges quand il s'assoit chez Steiner. Donc, c'était super, un super séjour. Et tout le temps, j'ai joué la pièce pour lui. On a discuté, Laure Adler qui arrive, on s'est fâché un peu parce que moi j'ai défendu Flaubert alors que lui il a dit que quand même c'est un petit Tolstoï. Ouais, ouais, et j'étais un peu fâché là. Un petit Tolstoï. C'est juste que Flaubert il n'avait pas besoin de toutes ces pages pour faire la même chose. Donc on a des discussions comme ça, littéraires, c'était génial. Et à la fin il n'allait pas me répondre.
aux lettres ou rien dire sur le conseil, sur le livre. À un moment donné, presque au moment de partir, je lui demande, mais vous ne m'avez pas répondu sur la question de quel livre. Il a dit, ouais, mais vous avez choisi, etc. Ouais, mais si jamais vous auriez répondu à l'époque, il dit, mais c'était bien que je n'ai pas répondu parce que je vous aurais répondu quelque chose du genre, il n'y a jamais le dernier livre, il y a juste le prochain. Et j'ai dit, ouais, c'est beau. Il a voilà, le sens de la formule, là. Et après, je lui ai dit, mais quand même... Shakespeare les sonnets, et il a répondu, j'ai trouvé vraiment très très beau. Il m'a dit, Shakespeare les sonnets, pas mal. Voilà, pas mal. Et voilà, c'était sa réponse, pas mal. Ça, c'est la version rapide de l'histoire. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? Sinon, est-ce que le bar est encore ouvert? Si quelqu'un a des questions, veut continuer à parler au bar, je serais ravi d'être encore un moment avec vous et de continuer à discuter si vous voulez. Merci beaucoup. Merci à vous.